Quel bilan, quelle perspective? Interrogation autour de la SCAD 2 ans après sa mise en œuvre. 2012 fait ressortir des indicateurs encourageants, 8% du taux de croissance et 56% du taux de réalisation des mesures de performance. Tous les regards sont désormais fixés sur la période 2014-2016. 2012 a vu son élaboration, 2013 envisage son opérationnalisation. Le programme national de lutte contre le cancer, plus que jamais d'actualité, un plan stratégique de lutte 2013-2017 devrait conjuguer dépistage, soins et accompagnement des malades. Et puis malade, il l'est depuis un certain temps. Nelson Mandela ploie sous le poids de l'âge, mais aussi d'une insuffisance respiratoire. Les dernières images de Madiba aux côtés du président Jacob Zuma suscitent un malaise. Compassion ou opportunisme, s'interrogent des Sud-Africains dont les derniers espoirs reposent sur des prières pour leurs héros. Madame, Messieurs, bonsoir. Direction tout d'abord Kosiam, où le président du Faso a accordé une audience au président de la commission dialogue et réconciliation au Mali. Administrateur civil de classe exceptionnelle, Mohamed Salia Sokona est venu présenter sa commission et ses objectifs à Blaise Compaoré. Mise en place le 30 mars dernier, c'est une commission forte de 33 membres qui doit œuvrer à réconcilier les Maliens par le dialogue. Mohamed Salia Sokona, interrogé par Nyakiteda. Vous savez, le président du Faso est le médiateur de la CEDEAO. Il était tout à fait normal que je vienne le voir. Je viens le voir pour prendre conseil et en même temps faire un peu le point de tout le travail qu'il a abattu jusqu'à maintenant. C'est par la vertu du dialogue que nous cherchons à réconcilier les Maliennes et les Maliens, par la vertu du dialogue. Voilà, c'est un dialogue inclusif. Qui va concerner toutes les communautés maliennes. La mise en place de cette commission explique la volonté du gouvernement malien de réconcilier tous les Maliens. Donc je pense que le fait déjà de mettre en place cette commission, c'est un bon signal. Tout porte à croire que le Mali est engagé sur la voie de la pacification, mais pour autant, des élections en juillet prochain n'est pas si sûr, au regard de nombreuses difficultés, délais insuffisants, manque d'argent, non-contrôle de l'ensemble du territoire, population déplacée. Bref, des questions demeurent quant au respect de l'échéance annoncée. La police est de nouveau à pied d'œuvre dans les grandes villes du Nord Mali, comme ici à Gao, où le drapeau national reprend des couleurs. Lentement, les administrations investissent des locaux à l'abandon. Les islamistes chassés, il faut revenir à la normale. Tout s'enchaîne aujourd'hui au niveau de Gao. Les représentants de l'État sont là. Les forces de sécurité sont là. Et la population est de retour. Donc nous, ce qui reste à faire, c'est effectivement faire un système d'organisation, effectivement, de tout ça. Principal objectif, la tenue d'élections prévues au début du mois de juillet. Une urgence qui faisait l'objet à Bamako d'une rencontre sur le processus électoral. Il n'y a pas d'option B. La seule option qui est en face de nous, c'est de réussir des élections libres, c'est de réussir des élections transparentes, c'est de réussir des élections libres pour aider notre pays à avoir des institutions renforcées, à renforcer notre processus démocratique. Mais à peine énoncé, cet impératif est déjà contesté par ceux-là même qui sont chargés d'organiser les élections présidentielles. Réviser les listes électorales, recruter quelques 25 000 délégués de la CENI, mettre en place la logistique, nécessite du temps et de l'argent. La date du 7 juillet pour le premier tour d'élection du président de la République nous paraît difficilement tenable au regard de certaines activités majeures que nous devons mener. À cela s'ajoute le sort de quelques 400 000 déplacés ou réfugiés peu pressés de rentrer. Les risques d'attaques terroristes et le cas de la ville de Kidal, toujours sous contrôle des indépendantistes du MNLA qui refusent la présence de l'armée malienne et l'organisation des élections.
Des indicateurs au vert, 8% du taux de croissance, 56% du taux de réalisation des mesures de performance. La stratégie de croissance accélérée et de développement durable rassure en 2012. La revue annuelle 2013 projette les perspectives pour la période 2014-2016. Le secteur minier porte tous les espoirs de croissance et de réduction de la pauvreté. La réflexion pour y parvenir est engagée depuis ce matin à Ouagadougou. Les détails de cette actualité avec Drissa Seri. Cette deuxième session du comité de pilotage de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD soumet à approbation le bilan de la mise en œuvre de la SCAD en 2012 et à validation les actions à conduire dans les 3 prochaines années, la période 2014-2016. L'analyse est faite à travers les 4 axes stratégiques qui sont le développement des piliers de la croissance, la consolidation du capital humain, le renforcement de la gouvernance et la prise en compte des questions prioritaires dans les politiques et programmes de développement. La revue annuelle 2013 de la SCAD se tient sur fond de bilan positif avec un taux de croissance de 8% pour l'année 2012, plaçant le Burkina parmi les pays qui connaissent un rythme de croissance élevé. Sous condition, le salut du pays pourrait venir de son potentiel à pouvoir réaliser une croissance à 2 chiffres. Cette performance macroéconomique, dont on peut être légitimement fier, contraste avec un taux de réalisation des mesures de la matrice de performance de la SCAD de 56,67% et un taux d'atteinte des cibles des indicateurs de 66% en raison de la persistance des difficultés et contraintes qui devront impérativement être minimisées. Ce bilan contrasté qui nous interpelle tous m'amène à revenir sur une des conditions principales de la réussite de la SCAD, celle de son appropriation ou des risques liés à la faible adhésion des acteurs, qui prévient que sans l'adhésion de tous les acteurs du processus de développement de Burkina Faso, la SCAD ne produira pas les fruits attendus comme réponse aux préoccupations légitimes de nos populations. Conçue sur la période 2011-2015, la SCAD ambitionne de poser les bases d'une croissance soutenue au Burkina, une forte croissance à même de prendre en compte les aspirations des populations. Le programme met l'accent sur le renforcement des capacités, la création d'emplois, le développement du système productif et l'autonomisation des populations. Afin que cette stratégie de développement parvienne aux résultats escomptés, il est question d'investir de façon continue au profit de toutes les couches de la population, notamment les couches sociales les plus défavorisées. Le cancer gagne en nombre et il y a urgence à s'attaquer à cette 3e cause de mortalité. Plus que jamais, le programme national de lutte contre le cancer au Burkina, élaboré en 2012, doit entamer sa phase d'opérationnalisation. Les différents acteurs du domaine sonnent la mobilisation. De leur rencontre doit sortir un plan stratégique de lutte 2013-2017 à même de conjuguer dépistage, soins et accompagnement des malades du cancer. Salinana. Le cancer, 3e cause de mortalité selon l'Organisation mondiale de la santé, constitue un problème de santé publique au Burkina. Pour faire face au lourd fardeau des pathologies cancéreuses et répondre aux besoins des populations, le ministère de la Santé se propose de relever le défi à travers l'élaboration d'un programme national et d'un plan stratégique de lutte contre le cancer 2013-2017. Ces différents acteurs réunis ici ont une journée pour formuler des recommandations et valider le document. À partir du moment où il y a un nombre de plus en plus croissant de cas de cancer, et une grande vitesse d'allègement du poids de l'enveloppe financière destinée aux évacuations sanitaires. Alors c'est ce qui détermine donc l'importance de cet atelier et c'est le fondement aussi de la présence des participants venus d'autres départements autres que celui de la santé, mais aussi les ONG et associations qui interviennent dans la prise en charge du cancer. Donc la mise en œuvre de ce plan, s'il est adopté, permettra donc de rapprocher les soins de qualité aux populations. Pour rapprocher les soins de qualité aux populations, le plan stratégique intègre le traitement et le soutien au profit des groupes à risque. Il ambitionne une assistance dans la prise en charge du cancer et cela consiste au dépistage, aux soins et à l'accompagnement. L'OMS donne des orientations pour l'élaboration de stratégies comme le plan stratégique avec les différentes composantes en rapport avec la prévention, la prise en charge et les soins réadaptatifs. Et
Au besoin, l'OMS peut mobiliser aussi des ressources catalytiques pour vraiment enclencher un processus. Lutter contre les cancers contribue à la lutte contre la pauvreté et aux efforts visant à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. La mise en place de ce plan stratégique devrait donc contribuer à améliorer l'état de santé des populations au Burkina. Difficile d'imaginer des réfugiés maliens sans leur cheptel. L'impact de ces populations, en majorité nomades sur l'environnement du Sahel burkinabé, est une équation à résoudre. Une étude commanditée par le monde humanitaire a présenté ses résultats ce lundi à Dori. Les solutions adéquates pour une gestion efficace des réfugiés et de leur cheptel sont proposées. Explication, Abdelaziz Yagibou. Les acteurs du monde humanitaire au chevet d'un Sahel burkinabé dont la fragilité écologique pourrait aller de mal en pis avec la présence de 50 000 réfugiés maliens et de leurs cheptels. Risque de surpâturage, de dégradation des espaces exploités et des formations végétales, crainte de tensions intercommunautaires, voilà autant de préoccupations qui font l'objet d'une réflexion ici à Dori. La région du Sahel est une zone d'élevage, mais avant même l'événement, c'était pas facile parce qu'il y a des troupeaux qui viennent même du Mali, du Niger et parfois même du Tchad ou de la Mauritanie. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une pression. Et l'arrivée massive des réfugiés et leurs cheptels a contribué quand même à rendre les conditions très difficiles pour la nature. Pour prévenir d'éventuelles catastrophes, ces acteurs des domaines de l'élevage, de l'agriculture et de l'environnement mèneront la réflexion sur la base d'une étude d'impact environnemental réalisée dans les 3 provinces concernées, que sont le Soum, le Séno et l'Oudalan. On a décidé de commettre cette étude qui est soutenue par la FAO afin de réfléchir très profondément à tous les aspects de ce risque pour l'environnement et voir dans quelle mesure, quels sont les dispositifs qu'on peut mettre en place. Les questions de sécurité et de statut résolues, les réfugiés ici représentés n'attendaient que cette rencontre qui vient résoudre leur situation agro-silvopastorale. Le nouveau réfugié a besoin de l'espace qu'il prend, et lui et son bétail, afin qu'il puisse vivre. S'il est séparé de son bétail, il est mort ce qu'il a fui au Mali. On aime bien les Maliens, on n'aime pas aller quelque part en dehors de lui. Mais on a fui la mort, et si nos animaux sont morts avec nous, on est mort encore une deuxième fois. L'état des ressources disponibles pour la gestion du cheptel des réfugiés, la situation pastorale des populations hautes sont autant de thèmes qui seront traités. Un exercice qui bénéficie de l'expertise de la FAO, du PNUD, du HCR et de Vétérinaires sans frontières. L'après municipal avec les maires qui s'installent à la tête de leur commune, l'arrondissement 9 de Ouagadougou est désormais dirigé par Constant Lamoussa Ouedraogo. Le nouveau maire et son équipe s'engagent à relever les défis auxquels ce jeune arrondissement est confronté en vue d'offrir de meilleures conditions de vie aux populations. Reportage Estelle Judith Assoba. Le voici, le tout premier maire de l'arrondissement 9 de la commune de Ouagadougou, élu le 7 mars dernier sous la bannière du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Constant Lamoussa Ouedraogo prend ainsi officiellement fonction à la tête de cet arrondissement pour les 5 prochaines années. Cette cérémonie d'installation, moment solennel, a connu une forte mobilisation des habitants et ressortissants des secteurs 37, 38, 39 et 40 qui composent cet arrondissement. Ils ont bravé soleil, chaleur et poussière pour venir témoigner leur soutien et leur encouragement au maire et à son équipe dans cette mission qui leur a été confiée. Ce nouvel arrondissement hérite d'une portion de Signongué, de Nongremanson et de quelques villages rattachés à la commune. Il s'agit donc d'un arrondissement périphérique qui rencontre d'énormes déficits de services sociaux de base. Le conseil municipal en est conscient. Ma priorité, c'est surtout l'accès aux services sociaux de base. Dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, nous avons demandé à nos autorités de mettre l'accent sur ça. Le conseil municipal ambitionne aussi faire de cette circonscription administrative un arrondissement vert, un projet qui vise à créer des emplois pour la jeunesse, à pratiquer la foresterie urbaine et à développer l'agriculture périurbaine.
Dans la conduite de son action, ce jeune arrondissement a surtout besoin de soutien et de conseils. Je pense que ceux qui ont été désignés comme conseillers, ils n'ont pas démérité, mais je pense que l'ensemble des militants doivent être concernés. Voilà pourquoi nous pensons que développer cette mairie, c'est une affaire pour tous. Alors, deuxièmement, c'est la cohésion au sein de l'équipe communale. C'est très important. Ils doivent donc parfois voter des lois. Et donc, c'est à eux qu'il reviendrait de prendre les initiatives pour faire en sorte que les lois qui seront votées pour les projets puissent répondre aux attentes des populations. Ces conseils seront utiles pour le conseil municipal, mais aussi et surtout pour les 3 formations politiques qui le composent, à savoir l'UNIRMS, l'UPC et le CDP. Du monde associatif à la vie politique, Dominique Nama a franchi le pas lors des municipales 2012. Le conseil municipal de Sapuy vient de le porter à la tête de cette commune. Le nouvel édile a pris l'engagement d'œuvrer au développement de Sapuy. Adama Koulibaly. La cinquantaine bien sonnée, père de 4 enfants, c'est ce leader associatif Dominique Nama qui est le nouvel édile de la commune urbaine de Sapuy dans le Ziro. Installé officiellement ce 27 avril dans sa nouvelle fonction par le haut commissaire de la province du Ziro en présence de personnalités de la population, le maire devrait faire face à de nombreux défis. C'est une grande ville qui a une grande population. Il nous manque clairement l'eau et l'électricité. Et je pense que le CG de Sapuy a un manque de classe. J'ai appris tout dernièrement qu'on a brûlé une de ça qui était en paille. Donc nous voulons vraiment qu'on agrandisse ce domaine. L'eau, la santé, l'éducation, l'assainissement et surtout la sécurisation même de nos forêts. En tant qu'enseignant, on voit que généralement les fournitures des enfants ça arrive tard. À tout le monde, ça n'arrive pas à faire un bon démarrage au niveau de l'enseignement. Donc tout ça nous veillons à ce que ça arrive au bon moment et que ça, à tout niveau, que ça marche dans la bonté. Et le nouveau maire semble déjà mesurer l'ampleur de la tâche qui l'attend. Je place ce mandat sous le signe de la solidarité et du travail. Nos priorités sont énormes, puisque nos objectifs sont, en gros, en 2 lignes, le développement de la commune. Nous pensons, nous, en tout cas pour notre part, essayer de rentrer dans le développement par l'économie. Nous sommes, comme on l'a dit, un carrefour, un centre de négoce. Donc ce sont des opportunités que nous entendons saisir pour développer notre commune, en contribuant à la réalisation d'infrastructures marchandes, en contribuant à organiser tout le secteur. C'est ce bureau présidé par Dominique Nama qui va diriger le conseil municipal de Sapuy, composé d'une 50aine de secteurs et de villages où vivent environ 65 000 âmes. Et de 2 pour Augustin Kanoué, le maire réélu de la commune de Boura, a bénéficié de la confiance de la majorité des 44 conseillers municipaux. Pour son second mandat, la population de Boura attend de lui plus d'investissements dans la santé, l'éducation, l'agriculture et le désenclavement de la commune. C'est Sylvestre. Mobilisation des grands jours, prestations musicales et de troupes traditionnelles, discours et remises solennelles d'attributs ont jalonné cette cérémonie officielle d'installation du maire de Boura, une commune située à 50 km de Léo, le chef-lieu de la province de la Sicile. Augustin Kanoué du CDP entame ainsi un 2e mandat consécutif. Et pour les 5 ans à venir, Augustin Kanoué s'inscrit dans une dynamique de poursuite des actions déjà entreprises. Les gros chantiers, c'est dans le domaine de la santé, comme je l'ai dit, l'éducation, l'agriculture et le désenclavement de la ville de Boura avec les autres villages. Les défis à relever restent énormes. Le maire et son nouveau conseil municipal comptent sur l'appui des partenaires au développement, du gouvernement et surtout sur les différentes communautés des 22 villages de la commune de Boura. Des populations que les différents intervenants à la tribune ont appelé à cultiver l'unité, le dialogue et la collaboration autour des actions de développement du maire. Il est toujours difficile d'asseoir une nouvelle structure en partant de rien. Les priorités sont là, nombreuses, et les moyens font défaut. On doit au maire la construction de l'autogare, de l'abattoir et des logements pour les infirmiers. Il y a aussi des écoles qui ont été construites grâce à lui. Des routes et des bas-fonds ont été aménagés. Il a fait ses preuves et je pense que dans les 5 années à venir, il fera plus.
Les membres du conseil municipal sortant ont reçu des distinctions pour leurs efforts exemplaires au service du développement de Boura. Occasion pour les maires d'appeler le nouveau conseil municipal à s'inspirer de leurs devanciers. Le nouveau conseil est fort de 44 membres issus du CDP, de l'UNIR-PS, du PDS MEDBA, de l'UNDD et de l'UPC. L'ENAM à l'école de la protection des données à caractère personnel et de la lutte contre la cybercriminalité. Les moyens de lutte sont exposés par la Commission de l'informatique et des libertés. La conférence tenue ce jour s'inscrit dans le cadre de la célébration de la semaine culturelle des énarques. Maïmouna Traoré. Face au développement des technologies de l'information et de la communication et à la recrudescence des fléaux liés à cette avancée, les membres du club administration générale de l'ENAM invitent les élèves de cette école de formation et leurs partenaires à la réflexion. À travers cette conférence publique, il offre l'opportunité aux participants de s'informer et d'échanger sur les notions de la protection des données à caractère personnel, de comprendre la problématique de la cybercriminalité et de s'informer sur la stratégie nationale de l'état civil. Les élèves de l'ENAM sont appelés à servir dans l'administration. Il faut les outiller, les permettre d'avoir les notions sur la protection des données à caractère personnel pour qu'à leur lieu de travail, qu'ils soient des exemples et que aussi il faut qu'on leur donne les informations nécessaires pour permettre de sensibiliser aussi la population. Et pour mieux éclairer la lanterne de ces énarques, le club AG s'est référé à la Commission de l'informatique et des libertés. Tout ce qui nous concerne, par exemple concernant notre état de santé, concernant ce que nous avons comme amis, comme relations humaines, tout cela doit être préservé, ce que nous avons comme compte bancaire. Et c'est pour cela, entre autres, que cela nous appartient et il n'y a pas de démocratisation bonne de la vie privée. Notre état civil, malheureusement, jusqu'ici, est dans un état de délabrement, excusez-moi l'expression, qui inquiète, qui interpelle. C'est pourquoi je crois que le gouvernement a décidé d'une stratégie pour la moderniser. Le club AG de l'ENAM interpelle tous les acteurs de l'administration publique sur leurs responsabilités. Il les appelle aussi à l'unité d'action pour éradiquer le phénomène de la cybercriminalité. Un futur communicateur, les étudiants de la filière communication de l'ISIG se donnent les moyens d'exceller dans la profession. Le rôle et la place du communicateur dans la gestion des conflits sont les centres d'intérêt de la semaine des filières 2013. Et pour mieux cerner le thème, ils ont fait appel à la présidente du Conseil supérieur de la communication, Oumou Sissé et C. Sylvestre. Ces étudiants de la filière communication de l'ISIG international veulent approfondir davantage leurs connaissances sur le rôle et la place du communicateur dans la gestion des conflits. Pour cela, ils ont fait appel à une communicatrice de taille, Béatrice Damiba. Présidente du Conseil supérieur de la communication, elle partage volontiers ses expériences dans les domaines avec les étudiants. Le rôle du communicateur, c'est de faire en sorte de ne pas être un instrument utilisé pour allumer les brasiers, donc pour déclencher les crises. De ne pas être non plus un outil utilisé pour les exacerber. D'être des acteurs de paix, ceux qui vont œuvrer à la pacification, au retour au calme, à la cohésion sociale, à la cohésion nationale. Cette conférence, dont le thème est rôle et place du communicateur dans la gestion des conflits, est d'actualité au regard de tout ce qui se passe dans la sous-région. Nous avons jugé intéressant de choisir ce thème-là pour que notre marraine nous donne cette conférence, pour que nous, en tant que communicateurs et futurs professionnels de ce pays-là, nous arrivons à nous outiller quant à la recherche de la paix pour être des partisans et des artisans de paix pour nos années à venir. La conférence est organisée dans le cadre de la semaine des filières. Elle a porté sur 4 points, à savoir les missions des médias et leur importance dans la vie sociale, le journalisme comme vecteur efficace de culture de la paix, les défis et les enjeux du professionnalisme des acteurs des médias dans une dynamique de paix, et enfin, l'étudiant conscient aujourd'hui et responsable demain.
Entre dons et SOS, le centre socio-sanitaire Oasis de Koudougou fait œuvre utile. Des dizaines de tonnes de vivres ont été remises la semaine dernière aux personnes en situation difficile. À l'occasion, un cri de cœur a aussi été lancé pour la réouverture de sa clinique. Le centre Oasis entend ainsi toujours poser des actes de portée sociale à plus de 3000 personnes dont il a déjà la charge. Moumouni Barou. C'est un geste devenu habituel ici au centre Oasis Jubé de Koudougou. Chaque semaine, plus de 800 personnes vulnérables et nécessiteuses gagnent leur pain dans ce centre. Plusieurs autres sont prises en charge sur le plan alimentaire et éducatif comme Armand Bama. Nous remercions notre cher Père qui nous a soutenus pendant tous les temps durs. Nous allons travailler à l'école pour pouvoir progresser et aider nos parents. Le centre socio-sanitaire Oasis a aussi remis un chèque de 300 000 francs CFA à un orphelinat de Koudougou. C'est un acte de solidarité salué par les bénéficiaires, les autorités régionales et la représentation locale de l'action sociale. On salue vraiment l'initiative et qu'on demande aussi à ce que Dieu puisse les accompagner pour qu'ils puissent accompagner ces Burkinabés aussi qui ont besoin aussi de vivre en paix, de vivre en harmonie avec tous les autres. Nous lançons toujours un appel à ceux qui reçoivent les vivres, vraiment de les utiliser dans le sens alimentaire. La direction du centre envisage bientôt de renforcer ses capacités opérationnelles et pour y parvenir, elle dit compter sur les plus hautes autorités et l'urgence c'est le redémarrage de sa clinique fermée faute de moyens. Nous avons vécu des moments difficiles qui nous a amenés à fermer la clinique. Nous voulons lancer notre cri de cœur à toutes les autorités de nous venir en aide pour redémarrer la clinique, pour qu'ensemble nous puissions, main dans la main, aider la population. C'est en 1995 que le centre socio-sanitaire Oasis a été créé par cet homme pour aider les personnes en situation difficile. Il prend présentement en charge environ 3000 personnes, notamment des orphelins, des personnes âgées et des handicapés de toutes sortes. Voilà un reportage de Moumouni Soubeiga. Au chapitre religion, la nuit du 27 avril, la commune ferveur religieuse dans la communauté spirituelle et musulmane des soufis du Burkina. Ce samedi était jour de Mouloud, la naissance du prophète, a été une occasion pour les fidèles de communier avec Dieu et d'apprendre les vertus de l'islam. C'est Sylvestre. Stade Nababa Mogo de Tanguay à Ouagadougou. Autour de leur président, le cheikh El Hadj Mouaz Ouedraogo et d'autres guides, les fidèles de la communauté spirituelle et musulmane des Sofis commémorent Mouloud, l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, en cette nuit du 26 avril. Une nuit de prière riche en enseignements sur les bonnes pratiques en islam et placée sous le thème « Islam et paix dans le monde ». L'islam est une belle religion de pardon, de tolérance, d'acceptation de la différence et l'amour du prochain. Donc nous organisons ça pour profiter, appeler tout le monde à ce qu'on s'associe ensemble pour cultiver la paix et faire comprendre les gens que dans l'islam, il n'y a pas de violence et ça n'enseigne pas la violence. Et encore à ce qu'on puisse prier tous ensemble pour notre pays, la paix pour notre pays et le monde entier. Mouloud de la communauté des Sofis à Tanguay est à sa 4e édition cette année. Les fidèles sont venus des pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Durant les 3 heures qu'a duré la commémoration, la paix dans le monde a été le dénominateur commun dans les prières adressées à Allah par chacun des fidèles. Les musulmans se sont rassemblés pour se rappeler du prophète et les œuvres que le prophète a laissées pour nous et ce qu'il nous a conseillé le chemin qu'il nous a conseillé de suivre. Oui, parce que tout le temps, il faut se rappeler. Personne ne se suffise, personne ne se rappelle. Donc il faut qu'on se réunisse à ces genres d'occasions pour bien se rappeler et se dire, se conseiller. Les fidèles repartent avec chacun une foi beaucoup plus renforcée. Rendez-vous est pris pour la 5e édition et les organisateurs espèrent que la mobilisation sera encore plus grande. Mouloud, faut-il le rappeler, est célébré officiellement le 12e jour du 3e mois du calendrier musulman.
Quand la musique se met au service de la solidarité chrétienne, cela donne le FIMSCO. Le Festival international de la musique et de la solidarité chrétienne a tenu ce 28 avril sa 2e édition, une édition qui a allié louange à Dieu et collecte de fonds pour venir en aide aux missionnaires. Ramatou Zida et Nyakiteda nous en disent plus. C'est une ambiance de grand jour à cette 2e édition du Festival international de la musique et de la solidarité chrétienne de Ouagadougou, FIMSCO. Un festival organisé à l'occasion des activités du Fonds d'assistance aux missionnaires en Afrique. Ce fonds devrait également contribuer à soutenir l'effort des hommes de Dieu dans la propagation de l'évangile au Burkina Faso. FAMA organise maintenant ce festival pour pouvoir collecter des fonds, pour pouvoir également amener nos frères artistes à se frotter, à échanger et à voir comment nous pouvons chanter pour aider nos braves missionnaires. Et c'est convaincu de cette bravoure que de telles activités sont entreprises pour galvaniser davantage le corps de Christ. L'Église des Assemblées de Dieu est une organisation appelée la VIMAP et qui place les pasteurs dans les villages, dans les localités. Et il n'y a pas de mesure d'accompagnement très souvent. Et chacun se bat sur le terrain. Il faut encourager le corps de Christ, sensibiliser le corps de Christ à vraiment prendre cela en charge, à savoir le soutien matériel et financier de ses serviteurs de Dieu. La Biennale de la musique chrétienne et de la solidarité a vu cette année la participation d'artistes venus de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Togo. À l'occasion, des attestations de reconnaissance ont été remises aux chantres et partenaires qui ont accompagné l'activité. Ce lundi était journée internationale de la danse, une journée qui a mis à l'honneur les femmes. Des pas de danse pour défendre les droits de la femme et lutter contre les violences à leur égard ont été exécutés. Un concept initié par Irène Tassambedo à l'endroit du grand public. Initiation avec Claudine Bikaba. Ici, ce sont des professionnels et des non-professionnels qui se sont retrouvés pour célébrer la danse. En effet, le 29 avril a été décrété par l'UNESCO comme journée internationale de la danse et au Burkina, cette journée est placée cette année sous le thème pour les droits et la lutte contre les violences faites aux femmes. L'initiatrice de cet événement s'exprime sur l'intérêt d'une telle activité. Depuis que je suis rentrée au Burkina, je le faisais de manière un peu privée avec les danseurs, on le faisait à l'école de danse. Et depuis l'année dernière, je me suis dit, mais pourquoi pas le partager avec la population, avec un grand nombre de gens. Ça nous permet aussi de montrer aux gens que la danse est accessible pour tous. Donc nous avons fait ça l'année dernière au stade municipal. Ça marchait et cette année, on le refait. Pour commémorer cette fête, tous les rythmes musicaux étaient à l'honneur, accompagnés des pas exécutés par ces participants de tout âge et qui apprécient. Je pense que ça me fait plus que du bien puisque je suis un danseur, donc ça m'amuse et puis ça m'amuse parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas des danseurs qui sont là, qui découvrent aussi ce que moi je fais. Et ils voient les bienfaits, c'est du sport et c'est du rythme et il y a de tout dedans. On s'amuse un peu, dommage que ça se passe vite et puis ça finit vite et puis c'est fini. Irène Tassambedo entend par là faire la promotion de la danse en général. Et pour les professionnels présents à l'occasion, si la musique adoucit les mœurs, la danse, au-delà de l'aspect pécunier, ferait du bien au ménage et rendez-vous est donc pris pour 2014. Des étalons en 2 roues. Le Burkina en compte en or depuis ce dimanche. La 2e édition de motocross international de Saba a consacré des champions burkinabés. Garcia Tristan est le grand vainqueur de la catégorie motocross. Joël Tapsoba, lui, monte sur la plus haute marche du podium dans la catégorie moto sans embrayage. Les 2 Burkinabés se sont distingués parmi 50 pilotes venus de la Côte d'Ivoire et du Togo. Reportage Lassinassier Ouattara et Modeste Ouetraogo. Observez bien ce visage et retenez ce nom.
Garcia Tristan. À seulement 14 ans, il vient de survoler la compétition motocross internationale de Saba devant des vétérans de la discipline venus de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Burkina Faso. Dans la matinée, lors des éliminatoires, ils étaient 27 pilotes inscrits dans la catégorie motocross. Après les manches éliminatoires, 12 pilotes accèdent à la finale. Une finale au cours de laquelle le Burkinabé Garcia Tristan a montré toute sa classe et son savoir-faire en matière de moto. Le public se régale, les pilotes, eux, assurent le spectacle. Garcia Tristan franchit en premier la ligne d'arrivée. Il est suivi de Adeline Guillaume et Maxime Jacob, tous du Burkina Faso. Je suis très content. Je remercie beaucoup mes parents, mon père qui a organisé cette course. Je suis très satisfait de mon résultat. Alors déjà, comment tu as trouvé cette compétition? Très bien organisé. Des bons pilotes, des bons esprits. Et voilà quoi. J'ai aimé quoi. Il reçoit ainsi 1 million de francs CFA offert par le président du Faso. Vous avez vu aujourd'hui que c'est un étalon qui a gagné. C'est un Burkinabé qui a gagné. Et je profite encore en tout cas les féliciter. Et aussi leur dire que avec cette sortie-là, en tout cas le président du Faso a offert 1 million de francs au premier. Donc c'est dire qu'il les appartient en tout cas de mettre encore le paquet et de faire honneur en tout cas aux Burkinabés. Dans la catégorie moto sans embrayage, les Burkinabés sont également les maîtres des lieux. Ils contrôlent la course et à l'arrivée, 3 Burkinabés se placent sur le podium. Joël Tapsoba, Soumaïla Ilboudo et Omer Soumé.